et je représente les navigants français. Je suis du syndicat SNPNC-FO et aujourd'hui donc je serai avec Yves. Yves Dehaye, président du syndicat national des pilotes de ligne France Alpin. Les FTL, donc Flight Time Limitation, aujourd'hui les limitations de temps de vol des navigants sont régies par un règlement européen, ce qu'on appelle nous la sous-partie Q, qui a été établi en 2006 et qui comporte un certain nombre, ce qu'on appelle nous de trous noirs, c'est-à-dire de parties qui ne sont pas réglementées. En 2006, lorsque ce règlement a été fait, charge avait été donnée au législateur de revenir quelques années après dessus en fonction d'études scientifiques qui à l'époque n'avaient pas été menées. Les études scientifiques ont été menées et il y a environ, on va dire 3 ans, on a remis l'ouvrage sur le métier et l'EASA, l'Agence européenne de sécurité aérienne, qui maintenant est en charge de la sécurité aérienne pour toute l'Europe, puisque les États n'ont plus beaucoup, en tout cas, de prérogatives sur la sécurité aérienne en tant qu'État. Cette agence a été chargée d'établir des nouvelles règles. Oui, ça c'était en janvier 2012. Donc on a pu les uns et les autres faire nos commentaires et on espérait justement que le texte, on va dire le projet final qui sortait en octobre, aurait tenu compte de l'ensemble de nos commentaires. Alors en fait, le projet final, ce qu'on appelle l'opinion, est sorti de l'EASA, en tenant assez peu compte finalement de toutes les remarques qui avaient été faites, et aujourd'hui il va rentrer dans le circuit, entre guillemets, politique. Une chose notable, c'est que le Parlement européen ne pourra pas amender le texte. Il aura seulement la possibilité de dire on l'accepte ou on le rejette. Et effectivement, on veut vous dire qu'on a très peu de temps pour essayer de faire entendre raison à nos parlementaires sur la nécessité de prendre en compte les demandes que l'on fait au nom de la sécurité. Si on rentre un petit peu plus dans le détail des choses, les points essentiels qui n'ont pas été respectés. D'une part, le mandat de l'EASA, et on vous l'a dit tout à l'heure, était d'établir de nouvelles règles en fonction des études scientifiques. Alors, ces études scientifiques, effectivement, comme toutes les études, il y a eu des points de convergence entre les scientifiques et il y a eu des points de divergence. Sur les points de convergence, et quand il y a eu unanimité, il y a eu quelques endroits où il y avait unanimité des scientifiques, ce qu'on demande, c'est que ce résultat unanime, bien évidemment, soit pris en compte. Et il y a un exemple qui est un exemple typique, qui est la durée des vols de nuit, où tous les scientifiques, les 3 scientifiques qui ont étudié pour l'EASA, ont dit 10 heures est un maximum. Aujourd'hui, on se retrouve, en fonction de l'heure de départ, avec une possibilité d'aller jusqu'à 11 heures, voire 12 heures. Donc ce qu'on demande, c'est que lorsqu'il y a unanimité, c'est cette règle qui soit prise en compte. Et deuxième chose, lorsqu'il y a des désaccords entre les scientifiques, des divergences d'interprétation, ce qu'on demande nous, c'est que le principe de précaution soit appliqué, qu'on prenne la règle la plus restrictive et qu'on approfondisse les études scientifiques, encore pendant quelques années, avec l'expérience de ces règles, peut-être, pour pouvoir un jour augmenter. Voilà, c'est vraiment ce qui nous pose problème, c'est qu'effectivement, on a vraiment le sentiment que malgré certaines conclusions d'études scientifiques, elles ont été mises de côté et avec pour conséquence d'avoir plutôt entendu la voix des compagnies aériennes et pas forcément la sécurité telle que définie dans la mission de l'EASA. Voilà, donc ça c'est effectivement le deuxième point sur lequel on n'est absolument pas d'accord, c'est le fonctionnement de l'EASA qui a énormément écouté les transporteurs et les compagnies aériennes, qui a très peu tenu compte de ce que lui ont dit les navigants. Et j'en veux pour preuve de cette non-indépendance un rapport de la Cour des comptes européenne qui est sorti il y a à peu près 2 ou 3 mois, et où il y avait 4 agences européennes, il y avait l'Agence du médicament, il y en avait d'autres, et il y avait en particulier l'EASA, et un des points qui a été relevé fortement concernant l'EASA, c'est sa grande difficulté à gérer les conflits d'intérêts. Donc il n'y a pas que nous qui le disons, c'est la Cour européenne des comptes qui le dit, et on a retrouvé typiquement ce défaut dans l'établissement des FT. Dernier point général qui est extrêmement important,
Jusqu'à maintenant, les règlements européens sur les temps de vol, c'était un socle, c'est-à-dire qu'on disait on n'a pas le droit de descendre en dessous de ce socle minimum, mais si un État veut faire mieux, plus en sécurité, plus safe, il n'y a aucun problème, il peut le faire. Aujourd'hui, dans le texte tel qu'il est sur la table, c'est ce qu'on appelle la clause de non-régression, puisque c'est le nom que ça a, est supprimée. C'est-à-dire que les États n'auront pas le droit d'améliorer le texte. C'est-à-dire que l'EASA dit aujourd'hui, par exemple, les vols de nuit, c'est 11 heures maximum. La France ne pourra pas dire, mais moi, 11 heures, c'est trop, je veux que ce soit 10 heures. Ce sera complètement interdit. Et effectivement, on ne comprend pas pourquoi cette clause de non-régression, qui pour nous nous paraît essentielle, parce que c'est une forme presque de principe de précaution au niveau d'un État, pourquoi elle a été balayée dans la version qui est présentée depuis octobre, alors qu'elle permet effectivement peut-être des pratiques qui soient plus sûres, et pourquoi se priver d'une telle possibilité? Un éclaircissement. Vous dites que le Parlement européen ne peut qu'accepter ou rejeter. Mais alors, vous avez dit à un autre moment, il y a une possibilité des parlementaires. Vous voulez dire les parlementaires nationaux à ce moment-là? Non. Effectivement, je confirme qu'il ne pourra que le rejeter ou l'accepter en bloc. Par contre, vous savez qu'il y a quand même tout un travail préparatoire au niveau des commissions et bien du Parlement européen. Les parlements nationaux n'ont pas leur mot à dire là-dedans. Mais dans le travail préparatoire en commission qui est en train de se dérouler, il y a les députés européens, les parlementaires européens ont encore la possibilité de dire nous, on n'acceptera pas ce texte s'il n'est pas modifié en tel sens. Mais quand il va arriver stricto sensu devant le Parlement, européen. Il ne pourra qu'être rejeté ou accepté. Les parlements nationaux n'ont pas leur mot à dire là-dedans. Et donc ce que vous souhaitez ou demandez, c'est un rejet par le Parlement européen et une nouvelle discussion. On a vraiment l'impression qu'on est tellement loin du compte en matière de sécurité qu'il nous paraît difficile, avec quelques amendements à la marge, de pouvoir accepter de fonctionner avec un texte qui, en remplissant justement les fameux zones d'ombre ou laissées à l'interprétation, sont finalement comblées avec des choses qui sont aberrantes en termes de besoins physiologiques. Et donc c'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait qu'il y ait une menace pour la sécurité des vols. On est à ce point préoccupé qu'on va bien évidemment essayer de l'amender et on espère faire entendre raison, mais... disons que il faudrait que les amendements soient très profonds, j'allais dire, pour qu'ils deviennent acceptables. Après, si à un moment on aura une réflexion à mener, si ce texte est amendé, pour voir si le texte final modifié serait acceptable ou pas. En l'état, il n'est pas. C'est presque étonnant de voir ensemble, là, parce que PNC et pilotes n'ont pas les mêmes soucis, les mêmes préoccupations, les mêmes règles de fonctionnement. Alors les règles effectivement ne sont pas les mêmes. Les mêmes soucis, les mêmes préoccupations, j'allais dire que le but final, oui, c'est le même, c'est clairement la sécurité de nos passagers. On ne l'exerce pas de la même façon. Les pilotes sont pilotes l'avion, les PNC c'est en surveillant la cabine, intervenant sur des feux, sur du secourisme, sur la balade à bord, sur tout un tas de choses. Donc effectivement, la façon d'agir n'est pas la même, mais très clairement, le but ultime est strictement le même, c'est la sécurité des passagers. Comme le dit souvent Yves, effectivement, les hôtesses et stewards dans la cabine sont vos yeux, vos oreilles. C'est-à-dire que vous assurez donc tout ce qui est pilotage, mais tout ce qui se passe dans la cabine, on va voir d'une hôtesse ou d'un steward que le côté bien-être du passager. Mais effectivement, il y a une vigilance de tous les instants. On doit être en capacité de reporter lorsqu'il y a effectivement quelque chose qui nous semble anormal ou devoir éventuellement agir. Comme il le disait, effectivement, il peut y avoir un début de feu, il peut y avoir un passager qui se sent mal, il peut y avoir une décision à prendre parce qu'on va avoir un survol un peu compliqué, des turbulences, etc. Donc il faut absolument, même si nos règles ne sont pas identiques, mais qu'on fonctionne bien en équipage. Nous, le but, c'est effectivement que l'avion atterrisse dans des bonnes conditions. Après, effectivement, notre mission de sécurité, s'il y a un gros incident, d'être capable, nous, ensuite, de prendre le relais et d'assurer l'évacuation des passagers. Donc on travaille toujours ensemble, même si effectivement, on n'a pas strictement les mêmes règles générales. Nous, ce qui nous inquiète beaucoup, par exemple, dans la deuxième version, donc le projet, on va dire, final d'octobre, c'est qu'il y a des notions, et c'est ce qui nous fait penser qu'il y a effectivement des groupes de pression
qui ne vont pas dans le sens de la sécurité, qui sont allés voir donc l'Agence européenne de sécurité aérienne, c'est que on s'est retrouvé avec une notion qui est le airport duty. Donc ça veut dire qu'avant un vol, on aurait la possibilité de faire quelque chose qui jusqu'à présent ne faisait pas partie de notre métier, c'est-à-dire par exemple de l'enregistrement des passagers, de la délivrance de billets, etc. Et puis on arrive à des constructions, on va dire, de planning qui sont absolument aberrantes. Vous allez donc assurer par exemple 8 heures de travail en aéroport, et puis apparemment vous vous changez, etc. Et puis vous devenez hôtesse pour faire un aller-retour Londres. Et que vous avez une amplitude qui est par exemple de 13 heures, là où le collègue du sol, lui au bout de sa vacation de 8 heures, il va rentrer chez lui. Donc on a épinglé un peu le hasard en leur disant, attendez, vous êtes censé faire uniquement de la sécurité, mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de basculer dans une autre notion qui serait plus du social, puisque vous touchez au temps de travail? Et c'est très préoccupant de se dire que des groupes de pression sont peut-être passés par là pour faire changer le hasard dans sa version finale. Il faudrait peut-être qu'il y ait un positionnement plus courageux de la part des autorités pour dire, bah, écoutez, en l'état, effectivement, on voit bien que 50 000 commentaires, c'est pas rien. Hein, c'est pas juste une bande de dirsups qui se font plaisir. Il y a des choses qui restent inacceptables. Je veux dire aussi qu'on a un souci donc, avec la relecture, donc c'est le moment que nous vivons, où chaque État membre a désigné un expert pour relire ce texte. Et il se trouve qu'on a rencontré l'expert français, pour lequel nous avons des doutes qui sont assez préoccupants, parce que, et là je me permettrai juste une anecdote, après je vous laisse refaire vos questions, justement sur ce problème de la pause à bord des avions. Il n'est pas prévu qu'on puisse, sur un vol de 14 heures, il n'est pas prévu qu'on ait de temps de pause, ni pour se restaurer, ni éventuellement pour se reposer, s'asseoir, etc. Donc on dit, nous, que c'est très dangereux. Non seulement, effectivement, ça va contre le Code du travail qui prévoit que, normalement, toutes les 6 heures, on puisse avoir une pause. On allait voir notre autorité de tutelle en leur disant, voilà, on attend de vous que vous puissiez porter ce message et dire qu'effectivement, il faut prévoir à bord qu'on puisse se restaurer à un temps de pause. On ne dit pas que ça doit être d'1 heure, de 2 heures, etc. Rien. On dit juste que l'opérateur, donc la compagnie, doit pouvoir permettre à ses navigants d'avoir une pause. Et en fait, donc le technicien nous répond, mais attendez, je pense que dans certaines compagnies, vous avez une indemnité repas. Donc, pour nous, là, on reprend la parole, on dit, attendez, là, on vous parle de besoins physiologiques. Donc, on a été vraiment basique en leur disant, voilà, il faut aller à peu près sur 10 heures, il faut penser à aller aux toilettes, mais il faut aussi penser de se restaurer au moins une fois. Donc, on vous demande d'insister auprès de l'EASA pour que ce soit prévu dans le texte. Et donc le grand patron qui va être le relecteur me répond, je ne comprends pas, avec votre indemnité, vous allez qu'à vous acheter un sandwich. Et là je lui réponds, attendez monsieur, quand bien même j'aurai 200 € en poche, où est-ce que je la trouve, ma boutique de sandwich à 10 000 mètres d'altitude? Et le type me répond, ah oui, voilà. Et ça va être notre expert au niveau français pour la relecture du texte. Permettez-moi d'être très inquiète. Est-ce que vous n'êtes pas en train, sans le savoir ou sans le voir, de parler d'un transport aérien à 2 vitesses? Parce que des problèmes comme ceux que vous évoquez, je suppose qu'ils n'existent pas chez Air France, ou qu'ils n'existeraient pas chez Air France, alors qu'ailleurs, ça pourrait être le cas. Il y aura des compagnies qui travailleront à ce plancher. Elles tireront les autres vers le bas. Alors ça prendra peut-être 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, on y arrivera, c'est absolument certain. Travailler 22 heures d'affilée pour un pilote ou pour un équipage de cabine, ça ne me paraît pas raisonnable. Travailler 23 jours de suite pour un navigant, ça ne me paraît pas raisonnable. Et là, on est vraiment purement dans la technique et dans la sécurité. Excusez-moi, mais c'est un choix tactique de votre part de n'aller que sur le terrain de la sécurité, parce que pour le coup, les arguments que vous nous donnez, les exemples que vous nous donnez sur le temps de travail, sur 14 heures, 10 heures de service sans manger, sur 4 jours de dans une base, c'est des arguments qui pourraient aussi être portés en tant que
syndicat en tant que recul social. C'est un choix tactique que vous faites aujourd'hui d'aller sur le terrain de la sécurité parce que vous pensez que vous êtes plus audible sur cette question-là du grand public ou... Alors c'est intéressant que vous posiez la question. Je pense que en fait les deux sont liés, et si on en est amené à discuter de social, c'est parce qu'on est en train clairement de montrer que le HASA, l'Agence européenne de sécurité, a outrepassé son mandat et qu'elle-même est venue sur le terrain du social. Donc après, tactique, nous on est en réaction face à un texte. Et puis effectivement, moi je ne suis pas sûre de pouvoir assurer ma mission après 22 heures d'éveil. Je ne suis pas sûre de pouvoir effectivement sortir des passagers en 90 secondes avant que l'avion effectivement ait des problèmes de structure, etc. Je suis désolée, mais je ne peux pas regarder mon client, mon passager droit dans les yeux en disant dans 22 heures, vous pourrez encore compter sur moi. Je suis désolée, mais non. Ça veut dire que vous considérez que les compagnies qui sont à ces standards-là, puisque c'est ce qu'on disait, il doit y en avoir en Europe qui sont à ces standards-là, puisque l'idée c'était nivellé par le bas, ne sont pas dans de bonnes conditions de sécurité. Bien sûr. Et c'est pour ça que syndicat, nous, on est un syndicat national, donc on a effectivement 18 compagnies régionales qui sont dans notre syndicat. Et effectivement, clairement, Air Méditerranée à l'époque était le premier à demander des choses complètement aberrantes, c'est-à-dire qu'une hôtesse, par exemple, qui habitait à Nantes, elle prenait une voiture de location, heureusement on lui payait, elle allait jusqu'à Bordeaux. À Bordeaux, elle se mettait en uniforme, elle faisait un aller-retour Dakar. Elle reprenait sa voiture à l'arrivée et elle retournait à la base. Tout ça pourquoi? Parce que même le texte, à l'époque, ne prenait pas en compte ce qu'on appelle la mise en place. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée d'action au niveau européen? C'est une journée d'action au niveau européen. Il y a plusieurs, il y a des manifestations dans tous les pays, ça prend diverses formes. Il n'y aura pas, a priori, à ma connaissance, de mouvement de grève ou de débrayage. Mais par contre, effectivement, dans tous les grands pays d'Europe, en tout cas, il y a quelque chose qui se fait. Et on avait bien insisté sur le fait qu'on voulait que ce soit une mobilisation, une manifestation, et d'écarter la possibilité de faire grève, parce que notre objectif, c'est de sensibiliser nos passagers, de sensibiliser les pouvoirs publics sur la problématique que l'on rencontre, et pas, en fait, d'avoir une énième grève, de risquer, en fait, que notre message soit détourné. Donc, effectivement, c'était très important qu'on ait une cohésion au niveau européen avec, encore une fois, la possibilité dans chaque pays de faire plus ou moins des choses voyantes ou pas. Tout le monde. Votre sécurité est notre priorité. Votre sécurité est notre priorité. C'est l'Europe, c'est des nouvelles réglementations européennes. Votre vie est en danger. Est-ce que vous metteriez vos enfants dans un bus avec un chauffeur qui conduit pendant 22 heures? C'est impensable. Voilà ce que l'Europe veut faire. Ne vous laissez pas faire. Interpellez votre parlementaire européen. Épuisé, passagers en danger. Équipage épuisé, passagers en danger. Équipage. Bah écoutez, moi, franchement, ça craint. Moi, personnellement, je crains. Parce que bon, du rabais, on peut parler du rabais parce que bon, voyager à tarif réduit, avec la crise, tout le monde recherche la même chose, hein, mais après, il faut voir la sécurité derrière, quoi. Travaillez, levez-vous. Dans 10 minutes. Merci encore. Et
en espérant que ça servira à quelque chose et que l'Europe nous entendra. Merci à tous. On retraverse dans l'autre sens et après on se disperse. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.